Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis désolé pour ce petit retard. J'ai dû gérer deux, trois trucs avant qu'on puisse commencer. Alors, j'espère que vous allez bien, que ce mercredi se passe bien pour vous et que vous avez eu le temps de manger. Je m'appelle Valentin Conti-Bernard. Je suis le président et cofondateur de la société Anomia. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise qu'on applique à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie. Désolé pour ceux qui ont vu ces 4 webinaires, à chaque fois vous avez la même intro, mais comme ça, on met ça de côté et on peut passer directement à la suite. Alors, sur cette série webinaire, on se dédie exclusivement aux avocats collaborateurs qui ont pour velléité, pour objectif de pouvoir développer leur clientèle. Que vous en ayez déjà, ou que vous souhaitiez en avoir, ce qu'on fait, c'est qu'on finalement on utilise des méthodes simples où je vous montre des choses pour que derrière on puisse finalement aller chercher cette clientèle. Donc, ce qu'on a fait sur le premier webinaire, qui a eu lieu début janvier, c'était finalement de recevoir Olivier Legrand, qui était collaborateur pendant longtemps chez Gide et qui vient d'être nommé associé au sein du cabinet SVZ et qui a expliqué, lui, comment il a fonctionné pour développer sa clientèle en venture capital, donc en capital risque,
pour travailler notamment sur les levées de fonds du côté des entrepreneurs. Et donc, il a expliqué lors de la première semaine de janvier comment concrètement il avait fonctionné pour développer cette clientèle. Donc lui, il n'a pas eu, entre guillemets, une acquisition qui a été faite via les réseaux sociaux, via un site internet ou autre chose. Il a simplement travaillé de façon organisée la prescription pour qu'un client lui recommande un autre client qui lui recommande un autre client, mais il l'a travaillé pour que derrière, on puisse finalement l'obtenir. Une fois que Olivier est parti, il nous a fait le plaisir de finalement venir sur ce webinaire, on a travaillé sur 2 autres webinaires. Le second, pardon, était dédié vraiment à l'identification de la clientèle cible. Donc, je vous ai montré via LinkedIn, via Papers, comment finalement on pouvait identifier une clientèle qui était pertinente pour vous et voir si finalement il y avait une profondeur de marché nécessaire pour que vous puissiez finalement la cibler et avancer sur ce secteur d'activité. Ensuite, la semaine dernière, on a travaillé sur vraiment la notoriété, donc comment vous faites pour être connu par la cible que vous avez identifiée comme étant une cible qui allait être pertinente pour vous. Et la deuxième partie qui était une phase d'acquisition où on a vu, OK, c'est bien d'être connu, c'est super, mais ce qu'on veut, c'est finalement avoir une interaction avec les cibles qui vous connaissent pour que finalement vous ayez l'opportunité de les transformer en clients. Donc, on a travaillé sur cette phase de notoriété et sur finalement l'interaction à générer auprès de cette cible. Bien sûr, je fais ça rapidement pour une simple et bonne raison, c'est que, on a des formations sur le sujet et que je ne vais pas complètement vider de toute substance l'ensemble des formations qu'on peut réaliser. 2, il faut vraiment de la méthode pour le mettre en place et il faut y passer un peu de temps. Ça ne veut pas dire forcément des années et des années, mais ça veut dire avancer de façon mesurée et organisée pour que derrière, vous puissiez suivre les résultats, les chiffrer, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et modifier ce qui a modifié a posteriori si ce n'est pas le cas. Et là, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça va être l'art de vendre et de se vendre lorsqu'on est collaborateur. Je vais tourner ce webinaire en 2 parties. Je n'avais pas pensé le faire comme ça. J'en ai discuté avec nos équipes à midi et ils m'ont dit que ça serait peut-être une bonne chose et je crois que je suis assez d'accord avec eux. Donc, on va fonctionner sur une première phase où finalement, on va travailler sur la qualification des prospects qui ont interagi avec vous. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, quand je parle d'interaction, je parle potentiellement de toute interaction qui peut exister entre vous et un prospect. Ça peut être une rencontre dans un dîner où un tel vous dit qu'il connaît un tel et qui va vous mettre en relation. Ça peut être, vous mettez, je sais pas, un article que vous avez écrit à destination des dératiseurs en droit social ou des plombiers en droit social. J'ai une avocate ce matin qui intervenait sur un plombier en droit social. Ça peut tout à fait être ça. Ou derrière, vous faites un article sur le sujet. Vous avez 2 plombiers qui viennent commenter en disant ça m'intéresse. Là, comment vous allez finalement traiter la relation a posteriori. Donc, des sources d'interaction. Et il peut y en exister des dizaines. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, les sources d'interaction qu'on peut avoir, on a des interactions via LinkedIn, que ce soit en message privé, que ce soit sur la page d'Anomia, que ce soit sur mon profil ou le profil de l'ensemble de nos salariés, de nos stagiaires et de Jérôme, qui est mon associé. Ça peut être via notre site internet, des gens qui finalement vont venir télécharger des programmes, vont remplir des simulateurs, vont s'inscrire à la newsletter, vont demander des mises en relation avec des avocats qui ont suivi nos formations, vont, je ne sais pas moi, nous envoyer un simple formulaire de contact. Ça peut être des interactions téléphoniques où derrière, on a un avocat qui est intéressé pour mettre en place une formation au sein de son cabinet. Il nous passe un coup de fil en disant là, j'aimerais savoir ce que vous faites, comment ça fonctionne, etc. Donc, ce type d'interaction également. On a des interactions sur des salons. On est passé à des salons, on a rencontré des gens, ils nous ont laissé des cartes de visite ou ils ne nous en ont pas laissé, mais on a vu qu'ils étaient présents. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer en contact avec eux? On a des interactions par mail où on fonctionne aussi sur de l'outbound où on envoie directement des messages à des avocats qu'on pense qui peuvent nous connaître. Des fois, c'est le cas, des fois, ce n'est pas le cas, malheureusement. Mais donc, on a vraiment une foule d'interactions qui viennent d'énormément de canaux. Là, j'en ai cité quelques-uns qui sont pour moi aujourd'hui les principaux. J'ai bien sûr oublié la recommandation de nos anciens clients ou des gens avec lesquels on travaille. Mais là, l'objectif, dans cette première partie de webinaire, ça va être de savoir concrètement, lorsqu'on a une interaction, qu'est-ce qu'on fait.
Vous le savez, si derrière vous avez un client qui vous appelle sur votre ligne perso, qui vous dit voilà, j'ai entendu parler de toi par le client machin avec laquelle tu as déjà travaillé, tu as fait une levée de fonds pour lui. Moi, voilà, je suis en train d'aller voir des investisseurs. J'ai reçu une LOI. Je pense que ça serait bien que je puisse être accompagné par un cabinet. Il m'a déjà parlé de toi. Ça va arriver le mois prochain. Est-ce qu'on peut fonctionner ensemble? Bah, là, on va dire que le client est extrêmement qualifié. On le qualifie en marketing d'un lead chaud, donc un prospect chaud. C'est-à-dire que c'est une personne qui a déjà entendu parler de vous, qui vient sur recommandation et qui a un besoin qui est imminent. Donc, lui, concrètement, la seule chose à faire, c'est de booker un rendez-vous le plus rapidement possible. Ça, c'est vraiment ultra important. C'est que quand vous avez une demande qui est chaude et qui est qualifiée comme ça, il faut booker le plus vite possible un rendez-vous. Ça, c'est une évidence parce que vous allez me dire, mais bien sûr, Valentin, tu crois qu'on fait quoi, etc. Et vous avez raison, vous le faites, mais c'est juste pour que je descende le raisonnement pour qu'on puisse fonctionner sur ce qui est tiède et sur ce qui est froid. Donc, vraiment, ça, on va le travailler. Donc, les autres lead shows, c'est aussi un confrère qui vous fait une reco. C'est une personne qui vous envoie via votre site internet ou via LinkedIn directement une demande de rendez-vous. Ça, c'est des personnes qui sont chaudes en termes de prise de rendez-vous. Donc, eux, il faut vraiment prendre le plus vite possible un rendez-vous avec eux. On verra dans la deuxième partie de ce webinaire ce qu'on en fait en termes de vente, etc. Mais il faut prendre un rendez-vous avec eux. La deuxième typologie de prospects qu'on peut avoir, c'est les prospects qu'on qualifie comme tièdes. Alors, un prospect tiède, c'est quoi? C'est un prospect qui manifeste son intérêt pour un sujet qui est dans votre ressort d'expertise ou qui fait partie d'un secteur d'activité que vous couvrez, mais vous sentez que par rapport à l'interaction qu'il a eue, ce n'est pas quelqu'un qui est prêt à acheter immédiatement. C'est-à-dire que le problème, soit il n'est pas existant auprès du client et il commence à s'intéresser parce qu'il trouve que c'est pertinent, il est curieux, soit c'est un problème qui est en germe. Je prends un exemple concret. Je suis chef d'entreprise. Je commence à sentir qu'il y a de l'eau dans le gaz avec une salariée, mais pour autant, elle n'est pas partie, elle n'a pas encore mis en place de concurrence déloyale. Si on parle de concurrence déloyale, je n'ai pas encore envie de la licencier, mais je sens que les relations commencent à se tendre. Donc là, par exemple, je vois un avocat sur mon feed LinkedIn qui met un post en disant voilà, j'ai créé un guide pour ne pas commettre d'erreur lorsqu'on souhaite licencier un salarié. Si vous voulez le recevoir, commentez intéressé. Je vais commenter intéressé. Cette avocate-là ou cet avocat-là ne peut pas savoir à quel stade j'en suis. Mais donc, son objectif, ça va être de pouvoir prendre la température pour voir si, OK, en fait, je veux un avocat maintenant parce qu'il faut que je licencie immédiatement, ou je suis déjà en procédure de licenciement et je veux me faire baquer, ou concrètement, là, dans mon exemple que j'utilisais au préalable, je sens qu'il y a de l'eau dans le gaz, donc j'ai un problème qu'on qualifie en marketing en germe, j'ai une problématique en germe, mais je ne suis pas encore en recherche de solution parce que le problème n'est pas intervenu. Donc, je suis vraiment dans la phase amont, c'est-à-dire que potentiellement dans 2 jours, je vais chercher un avocat. Potentiellement dans 2 mois, je vais chercher un avocat. Potentiellement dans 6 mois et potentiellement jamais. Parce qu'en réalité, ça se trouve, le salarié ou la salariée en question va décider de démissionner. Ça se trouve, les relations vont s'apaiser et tout va bien se passer. Donc, on a un problème qui est en germe et on commence à interagir finalement avec un avocat qui va être pertinent. Là, on ne peut pas se comporter en tant qu'avocat de la même manière que ce qu'on a fait lorsqu'on a une demande directe où on sait derrière que finalement, la problématique, elle va arriver incessamment sous peu. Il faut qu'on soit présent, qu'on puisse rencontrer la personne pour finalement réussir à vendre notre prestation de service. Là, on est juste sous un degré en dessous où on a besoin finalement donc d'envoyer, si je prends mon exemple, d'envoyer ce guide du coup, à la personne qui le demande en commentant intéressé par exemple sur LinkedIn. Une fois que vous avez envoyé ce guide, ce qui serait pertinent, c'est de lui renvoyer un mail 3 jours après en disant bonjour Valentin, je t'ai envoyé le guide par rapport aux bonnes pratiques pour licencier sans avoir de problème. J'espère que celui-ci t'a plu. Si tu souhaites discuter du contenu, n'hésite pas, je suis disponible vendredi à 17h par exemple. Et là, si vous avez la personne qui prend rendez-vous avec vous, ça veut dire que potentiellement, ce lead qui était tiède commence à se réchauffer. Si on doit utiliser une métaphore de degré, il est peut-être à 60 degrés Celsius. À partir du moment où il prend rendez-vous, il n'arrive pas encore à ébullition,
mais en tout cas, il commence à monter à 80 degrés. Et donc, lors du rendez-vous, vous allez pouvoir cerner si, un, cette personne-là est qualifiée ou pas pour travailler avec vous. Deux, si la problématique qu'elle a est urgente ou importante. Trois, si finalement le dossier est simple et complexe, combien de temps il va vous prendre pour que vous puissiez mettre en place les premiers éléments de pricing. Donc, c'est vraiment super important d'avoir des catégories. Lead très chaud, où c'est action directe, prise de rendez-vous immédiat. Lead tiède, où on a une action qui est faite, qui est une action marketing, où on a a posteriori un mail ou un coup de téléphone qui part pour savoir ce que la personne a pensé, etc. Mais on laisse toujours la main, entre guillemets, au prospect qui s'est intéressé à ce qu'on a fait, pour une simple et bonne raison, c'est que si derrière, on reprend mon exemple, je commence à avoir de l'eau dans le gaz avec une de mes salariés, que je lis votre guide et que finalement, il n'y a pas de problème, c'était juste pour me renseigner, etc. Il ne faut pas me laisser dans la nature, donc il faut continuer à m'envoyer des mails, m'envoyer du contenu pertinent, etc. Parce que derrière, j'ai déjà été intéressé par rapport à ce que vous faisiez. Et par contre, si vous essayez de prendre rendez-vous avec moi trop rapidement ou trop brutalement, je vais partir. Donc, il faut rester, entre guillemets, dans une approche utilitaire à destination de votre prospect, en lui donnant de la valeur, en lui donnant de l'information, en ayant la volonté profonde de pouvoir l'aider, de pouvoir l'accompagner, sans pour autant avoir pour le moment une relation commerciale ou contractuelle avec cette personne. Et a posteriori, dès qu'on a un signe plus fort du prospect, alors là, on va pouvoir enclencher sur cette prise de rendez-vous, comme pour le lead show, et voir ce qui va se passer a posteriori. Et on a la troisième catégorie d'actions qui concerne les prospects froids. Donc, quand je dis lead et prospect, c'est la même chose. C'est le même terme. Moi, j'utilise le terme lead. En anglais, on dit prospect, mais c'est exactement pareil. Et donc, quand on a des prospects froids, ça, ce sont des prospects qui finalement soit ne vous connaissent pas et n'ont jamais entendu parler de vous, soit ne se sont pas encore intéressés de façon profonde à ce que vous faites et n'ont pas manifesté un intérêt par rapport à vos contenus ou à vos actualités ou quoi que ce soit. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, ça va concerner l'outbound marketing. Donc, ce que je vous disais la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, l'outbound, c'est l'avocat qui va à destination de sa cible en envoyant un mail, en passant un coup de téléphone, en y allant un petit peu au culot, ce que beaucoup qualifient comme étant du démarchage. Une fois de plus, attention à la déontologie par rapport à ce genre de choses. Je ne suis pas bâtonnier, je ne suis pas de garant de la déontologie, c'est votre job. Donc voilà, je vous le dis, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai aucun problème avec ça. On a des avocats qui font du démarchage, d'autres qui ne veulent pas en faire. Ce n'est pas mon problème. C'est en fonction de votre personnalité, de ce que vous voulez faire. Donc là, si vous êtes dans une démarche d'outbound marketing, donc de marketing sortant, de l'avocat qui va vers le client, là, vous allez contacter des gens qui sont froids. Parce que par définition, si vous êtes avocat en droit du sport et que vous voulez viser les footballeurs parce que vous voulez les accompagner sur des problématiques de fiscalité patrimoniale, en réalité, s'ils ne vous connaissent pas, s'ils n'ont jamais entendu parler de vous, s'ils n'ont jamais interagi avec vous, vous allez devoir trouver leur mail, vous allez devoir trouver leur compte Instagram, possiblement leur compte LinkedIn ou quoi que ce soit, et leur dire bonjour, je m'appelle Maître Machin, je suis déjà intervenu pour tel footballeur, tel footballeur, tel footballeur. Ils avaient ces problématiques, je les ai résolues. Ça m'intéresserait de pouvoir discuter avec vous de ces problématiques. Là, ce sont des contacts à froid. Ça, il faut faire super gaffe, c'est-à-dire qu'il faut avoir des mails qui soient bien tournés, dans lesquels vous ne parlez pas de vous, mais vous allez parler de la problématique que la personne en face de vous peut avoir, soit par du contenu, soit par l'intermédiaire de cas d'usage que vous avez déjà traités. J'ai traité cette problématique pour tel footballeur, tel footballeur, tel footballeur, ou tel club, des footballeurs qui jouaient dans tel club et tel club, si vous voulez rester, entre guillemets, garder de l'anonymat, et je pense que c'est une bonne chose. Donc, je pense que vous pouvez avoir cette même problématique. Si vous voulez échanger avec moi, j'en serais ravi. Ça, c'est vraiment du contact à froid. Il faut vraiment que les mails soient bien tournés pour pouvoir avancer. Ce type de mail, ça signifie que derrière, vous ne pouvez pas, un, en envoyer trop, deux, pas les envoyer de façon extrêmement rapprochée, parce que sinon, ça va être du gros spam et ça, c'est horrible. Vraiment, vous devez en recevoir par plusieurs sociétés qui vous en envoient tous les jours. C'est vraiment horrible d'avoir ce genre de choses. C'est pas agréable. On lit plus ce qui est écrit, etc. Donc, il faut faire super gaffe. Moi, ce que je conseille, si vous voulez travailler sur du lead froid, c'est vraiment de faire donc, de l'outbound, maximum 3 mails par prospect, avec un premier mail où derrière, vous expliquez les problématiques sur lesquelles vous intervenez et vous pensez que la personne en face de vous a cette problématique. 7 jours après, à l'intérieur du même mail, donc vous cliquez sur répondre dans le mail que vous avez déjà envoyé en disant cher monsieur ou cher madame machin, je pense que peut-être avez-vous laissé passer mon mail. Si vous l'avez laissé passer de façon volontaire,
N'hésitez pas à me le faire savoir, sinon je serais ravi de pouvoir échanger avec vous. Et là, 30 jours après ce dernier mail, vous envoyez un mail de présentation de votre activité ou de votre cabinet d'avocat. Comme ça, vous laissez, entre guillemets, infuser dans l'esprit de la personne qui a reçu ces mails, qui peut-être n'est pas du tout contente d'avoir reçu ces mails, qui peut-être n'a pas envie de vous répondre pour l'instant parce que vous ne les avez pas contactés au bon moment, parce que vu qu'il n'a pas manifesté d'intérêt, c'est un petit peu, entre guillemets, au petit bonheur la chance. C'est-à-dire qu'on réduit au maximum le risque en identifiant bien sa clientèle, en ciblant sur une problématique déterminée, en ayant déjà des comparables dans ses portefeuilles, pour que derrière le message il soit léché. C'est-à-dire que derrière vous avez un message qui a déjà fonctionné avec d'autres footballeurs et qui va pouvoir avancer, etc. Mais s'il ne veut pas vous répondre, il ne vous répond pas. S'il ne voit pas vos mails, il ne voit pas vos mails. Il ne faut pas insister plus que ça. Mais ce n'est pas pour autant que ce footballeur-là qui a laissé passer vos mails, le jour où il rencontre ces problématiques-là, il se souviendra qu'un avocat lui a écrit. Et c'est ce qui se passe énormément pour Anomia, c'est-à-dire que moi, j'ai envoyé ces mails-là il y a 1 an et demi. Ils produisent leurs résultats pour certains aujourd'hui, où j'ai des avocats qui ne m'ont jamais répondu. Et je prends notamment un cas, c'est cabinet Flichy-Granger, un des 2 managing partners, Joël Granger. Joël Granger a reçu donc 3 mails d'Anomia, prise de contact, un mail de relance, un mail de présentation de l'activité. Il ne m'a jamais répondu. Il a transféré ce mail-là en interne à la secrétaire générale, qui est quelqu'un de très sympa, et d'ailleurs Joël Granger est aussi quelqu'un de très très sympa. Et une avocate du cabinet, associée au sein de ce cabinet, est venue sur l'une de nos formations business partner. Et donc quand je lui ai demandé d'où est-ce qu'elle venait, comment elle nous avait connus, etc., elle m'a expliqué ce cheminement. Donc même ce contact à froid, même s'il ne produit pas de résultats instantanément, permet de faire germer dans l'esprit, ou en tout cas de laisser une petite miette dans l'esprit de la personne qui a été destinataire de ces mails, que vous existez, que vous avez telle activité, etc. Et le jour où il y a une problématique, on pourra la rencontrer. Donc ça, c'est pour la première typologie de prospect froid et d'interaction, entre guillemets, froide que vous allez pouvoir avoir avec vos prospects cibles. La deuxième typologie, ce sont sur des actions qui sont, comment dire, qui sont des actions génériques ou peu marquantes de l'intérêt du prospect que vous avez touché. Je vais vous donner 2 exemples. Il y en existe très certainement beaucoup plus, mais pour l'instant, je ne les ai pas en tête. Si certains veulent en partager, allez-y avec grand plaisir. Et par exemple, quelqu'un qui viendrait fréquemment liker vos publications sur LinkedIn, liker vos publications sur Facebook, sur Instagram, qui ouvrirait très fréquemment vos mails, qui cliquerait fréquemment sur des newsletters que vous avez, etc. Ça, c'est un prospect froid. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'a pas manifesté un intérêt affirmé pour quelque chose. Il n'a pas demandé un contenu, il n'a pas téléchargé un contenu, il n'est pas venu vous solliciter par rapport à un sujet déterminé. Il vous montre juste qu'il suit ce que vous faites et finalement, il le like parce qu'en fait, il apprécie la démarche ou il apprécie les messages que vous envoyez de façon quotidienne, etc. Donc, il sait que vous existez, il vous connaît, mais pour autant, il n'a pas dit le licenciement, ça m'intéresse, la fiscalité, ça m'intéresse. Ça, ce que vous avez dit par rapport au pacte du trail la dernière fois, je trouvais que c'était très pertinent, j'aimerais bien en savoir plus. Donc, il est dans un schéma où il vous suit sans forcément agir avec vous. Le deuxième exemple que j'ai à vous fournir, c'est quelqu'un qui s'inscrit à votre newsletter. Imaginez, ça nous arrive souvent, je pense que ça vous arrive aussi si vous en avez une, vous avez une newsletter pour votre activité de collaborateur libéral et finalement vous avez une personne qui, par l'intermédiaire de votre site internet, de LinkedIn ou de n'importe où, s'inscrit sur votre newsletter. En fait, cette personne-là, vous ne la connaissez pas, vous ne savez pas qui elle est et en fait, la seule interaction qu'elle a faite, c'est s'inscrire à votre newsletter. Donc, s'inscrire à une newsletter, ça veut dire quoi? Ça veut dire je manifeste mon intérêt, mon consentement pour recevoir une fois par semaine, 2 fois par mois, une fois par mois, la volonté de recevoir des informations que tu vas pouvoir me donner, que ce soit des informations techniques, des informations sur le cabinet ou que sais-je, par rapport à ce que tu peux proposer. Donc ça, ce sont aussi des personnes qui sont froides, entre guillemets, parce qu'en fait, elles ne vous ont pas contacté, elles n'ont pas demandé à recevoir des choses, etc. Ce sont juste des gens qui vous mettent un peu en veille, entre guillemets. Voilà, elles font une veille par rapport à ce que vous faites, soit une veille active, les likes, etc., soit une veille passive où elles s'inscrivent à votre newsletter. Là, on a finalement 2 possibilités.
Soit on décide de se dire, bah, en fait, moi, j'ai envie de savoir qui sont les gens qui me suivent, j'ai envie de savoir les gens qui s'abonnent à ma newsletter. Et donc, ce que je vais faire, c'est que s'ils ont liké des posts sur LinkedIn, s'ils sont inscrits à la newsletter, je vais les contacter en leur disant, voilà, les gens qui me suivent sont les gens les plus importants pour moi. Je préfère les relations humaines aux relations digitales, ce qui est notre cas chez un enfin, moi, je déteste les relations digitales, je suis nul, nul, nul. Je préfère les relations humaines, c'est quelque chose que j'aime le téléphone, j'aime rencontrer des gens, j'aime pas trop les visios, mais pour les webinaires, on est obligé. Mais j'aime rencontrer des gens physiques, j'aime le téléphone. Et ben, vous faites la même chose, c'est-à-dire que dès que vous avez une personne qui s'inscrit à une newsletter, vous lui shootez un petit mail en lui disant voilà, j'ai vu que vous étiez inscrit à ma newsletter, je suis super content déjà que ce que je fasse vous intéresse, et puis j'aimerais bien pouvoir échanger avec vous parce que en fait, moi je préfère les relations humaines aux relations digitales. Donc pour vous délivrer du contenu à valeur ajoutée et que ma newsletter soit bien calibrée par rapport à ce que vous attendez, est-ce que vous accepteriez qu'on puisse échanger pendant 10 minutes? Il est possible que vous ayez uniquement 50% de réponse là-dessus. Mais 50% de réponse là-dessus, c'est énorme parce qu'en fait, vous allez créer un lien humain avec cette personne-là. Et même si aujourd'hui, elle est à des kilomètres de pouvoir acheter chez vous, mais en fait, vous ne savez pas qui elle connaît. Vous ne savez pas ce qu'elle fait dans la vie. Vous ne connaissez pas son avenir. Vous ne connaissez pas sa carrière. Et donc, les faibles 10 minutes que vous aurez dépensées par-ci, par-là avec différentes personnes, vous allez déjà pouvoir évaluer les gens qui sont très pertinents pour vous, les gens qui ne sont pas du tout pertinents. Les gens pas du tout pertinents du côté gauche, bah, finalement, vous les laissez finalement sur la newsletter, vous leur envoyez du contenu, mais vous leur redonnez plus jamais l'heure, si vous me passez l'expression. Et les gens qui sont très pertinents pour vous, là, vous allez vous dire, OK, ultra focus, je travaille avec les footballeurs, les 4 dernières personnes qui sont inscrites sont des femmes ou des maris de footballeurs professionnels. Donc, ça veut dire que finalement, ce sont des gens qui sont très qualifiés par rapport à ce que je vais proposer, parce qu'en fait, quand j'interviens pour le footballeur ou la footballeuse, j'interviens pour la famille au global. Et donc ça, ce sont des gens très qualifiés. Donc eux, en plus de la newsletter qu'ils vont recevoir de façon mensuelle, il faut que je leur envoie des petits trucs beaucoup plus personnalisés, pas tous les jours, pas toutes les semaines, mais une fois tous les mois et demi, pour qu'ils ne m'oublient pas, pour qu'ils pensent à moi et que finalement cet échange de 10 minutes que j'ai pu avoir avec eux, même s'ils ne sont pas prêts à acheter aujourd'hui, même si pour l'instant ils ne veulent pas de mes services, que le jour où ils décident d'avoir besoin de quelque chose, ou le jour où ils entendent parler de quelque chose, ça soit à moi qui pense et à personne d'autre. Et donc ça, c'est ce que nous, on met en place aussi chez Anomia. Alors sur la newsletter, on ne peut pas toujours le faire, sur LinkedIn, on ne peut pas toujours le faire, mais là, on est en train de recruter des gens pour justement pouvoir le mettre en place. Mais on l'a longtemps fait et franchement, ça fonctionne très très bien. Donc créer un contact humain. Donc tout ça pour vous dire quoi? Parce que je me perds un peu dans mes détails et je vous prie de m'excuser. Qu'on ne traite pas de la même façon les interactions que les potentiels clients vont avoir avec vous en fonction du degré d'investissement du client. Quand il vous appelle et qu'il veut quelque chose, ça on l'a compris, tout le monde le fait, il n'y a aucun problème. Vous prenez rendez-vous, vous voyez ce que vous pouvez faire pour lui, etc. et vous essayez d'avancer. Ce qui est le plus compliqué, ce sont pour les prospects qui sont tièdes et les prospects qui sont froids. Où là, en fait, vous devez finalement vous fixer des règles en vous disant, la personne qui va faire ça, voilà ce que je vais faire. La personne qui va faire ça, voilà ce que je vais faire. Et là, à chaque fois, à côté de son nom, je vais mettre une petite étiquette ou je vais me mettre une petite note et je vais l'appeler chaud, tiède, froid. C'est ce que je fais. Hein. Nous, c'est ce qu'on fait. On a un CRM, c'est ce qu'on fait. Vous pouvez très bien le faire sur Excel. Vous pouvez très bien le faire sur d'autres outils. Il n'y a aucune difficulté. C'est des choses que vous pouvez totalement faire. Ce n'est pas un truc qui est hors sol en termes de technique et de difficulté. C'est vraiment très facile. Donc, vous pouvez faire ça et après, vous changez cette petite étiquette. Une personne qui était tiède et qui commence finalement à solliciter un rendez-vous avec vous, etc., elle grimpe en granularité, elle devient de plus en plus chaude et là, vous passez sa petite étiquette sur chaude. Ça va vous permettre aussi de savoir quelles actions vous allez devoir mener avec chacun de ces 3 catégories. Chaud, c'est on traite immédiatement le plus vite possible, le mieux possible, on se rend disponible, etc., à toute heure du jour et de la nuit pour pouvoir contracter avec la personne. Tiède, c'est chaque semaine, je regarde les actions qui ont été faites par rapport aux prospects tièdes pour voir où ils en sont et quand ça avance. Et froid, je regarde une fois tous les mois ce qui s'est passé et j'essaye de les faire passer dans la colonne tiède en leur envoyant du contenu, en faisant des choses comme ça. Donc, quand je parle de préqualification, c'est vraiment sur ces 3 choses, c'est chaud, tiède, froid. L'objectif pour les prospects chauds, les prospects tièdes, les prospects froids, ça ne sera pas au même moment, ça ne se passera pas de la même façon, mais l'objectif, c'est d'avoir un contact humain avec ces 3 types de prospects. Ça va être le premier point du passage de la préqualification à la vente. OK ?
Donc, vous avez finalement réchauffé ces prospects, on arrive sur des prospects chauds, là, on book un rendez-vous. Ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous préférez, de la typologie de clientèle que vous avez, de votre implantation géographique. Je ne les fais pas, mais en gros, il y a présentiel, visio, téléphone. En fonction de vos préférences, choisissez ce que vous préférez pour derrière avancer. Ce rendez-vous numéro 1, il peut conduire à 3 choses. Une signature immédiate. Un je ne sais pas, pas maintenant. Ou un pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Première chose, ultra facile, c'est ça m'intéresse, j'ai envie d'y aller. Là, on va rentrer dans la vente et on va voir derrière comment on va pouvoir fonctionner pour pouvoir voir ce qui est possible de mettre en place. Mais là, l'objectif, c'est d'envoyer une lettre de mission à la fin du rendez-vous, que la personne la signe et que vous commencez à travailler ensemble donc, sur le conseil, sur le contentieux dont il va avoir besoin. Donc ça, ce n'est pas important, je sais que vous savez le faire. La deuxième chose, c'est ce qui est le plus souvent mal utilisé et ce qui va fournir le plus de valeur pour votre activité pour développement en tant que collab, d'ailleurs même en tant qu'associé ou en tant qu'indé, ça va être la phase du je ne sais pas, pas maintenant. Si la personne ne sait pas ou si elle vous dit ok ça m'intéresse mais pas maintenant, là il va falloir faire rentrer ces typologies de prospects dans ce qu'on appelle des phases de nurturing. Nurturing, c'est un terme qu'on utilise en marketing qui veut dire couver en anglais. Donc en gros, comme une poule, on va finalement aller couver ses prospects jusqu'à l'œuf, donc le prospect, puisse éclore et donc devenir client ou poussin, comme vous voulez par rapport à l'exemple. Et donc c'est ce qu'on va faire. Et donc pour couver ces prospects, en fait, on va savoir ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, pourquoi ils ne signent pas maintenant, est-ce que c'est un problème de budget, est-ce que c'est un problème de temporalité, est-ce que c'est un problème administratif d'un accord préalable ou quoi que ce soit. Derrière, vous allez immédiatement prendre votre agenda et vous notez à J+7, à J+15, à J+30, à J+45, à J+60, d'envoyer un mail à cette personne. L'objectif, c'est de pouvoir, en fonction de la personne, lui envoyer soit quelque chose qui peut être pertinent pour elle. En disant, voilà, en fait, vous rencontrez, je sais pas moi, un pharmacien, j'aime bien les pharmaciens. Vous rencontrez un pharmacien, le gars, il vous dit, écoutez, je sais pas tout de suite, je vais voir. Il a un problème avec ses salariés, par exemple, notamment par rapport au pass sanitaire. Une des salariés ne veut pas se faire vacciner. Concrètement, il n'a pas envie de la virer parce qu'il a besoin d'elle, il a du mal à recruter, etc. Mais en même temps, il sait qu'il se met en infraction. Il ne veut pas signer maintenant, il n'est pas sûr de ce qu'il doit faire, il n'est pas sûr de vouloir la licencier, etc. Donc là, vous ne pouvez pas le convertir en tant que client, ce n'est pas possible. Il n'est pas dans l'optique de pouvoir licencier cette personne. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de dire, OK, en fait, ce mec-là, il est intéressé par ce que je propose, on a eu un bon fit, etc. Ce que je vais faire, c'est qu'à J+7, je vais regarder s'il n'y a pas un truc qui peut être pertinent pour lui. Et là, sur les actualités, de façon très simple, vous allez sur Google, vous tapez licenciement pour cause de passe sanitaire et vous voyez un article, soit un article grand public qui pourrait avoir été publié dans de la presse écrite, de la presse digitale, sur un journal télévisé ou quoi que ce soit, en lui disant bonjour monsieur machin, j'ai beaucoup apprécié notre discussion la semaine dernière, je viens de tomber sur ce contenu et j'ai repensé à vous, je me disais que ça pouvait être pertinent. N'hésitez pas à lire, je me suis beaucoup reconnu, j'ai pensé que celui-ci vous serait utile par rapport à ce que vous mettez en place. Et vous shootez le mail. Cette personne-là, elle va vous remercier d'avoir reçu ce message-là. Peut-être qu'elle ne le lira jamais. Peut-être qu'elle va le lire et qu'elle va trouver que c'est nul à chier. Peut-être qu'elle va le lire et qu'elle va trouver que c'est très pertinent. Peut-être qu'elle va le lire et qu'elle va se dire putain, il faut que je licencie cette salariée ou ce salarié parce que sinon je risque d'avoir des difficultés. Peut-être qu'elle va se dire on va trouver une solution annexe. Est-ce que maître, vous connaîtriez des solutions annexes pour que finalement je puisse la garder d'une autre manière, etc. pour pouvoir avancer avec elle. J+15, pareil. Pas forcément un article, mais un petit truc en disant voilà, j'espère que ça va. Petite pensée à vous, ce matin, je suis allé dans ma pharmacie de quartier et j'ai eu ces mêmes discussions avec le pharmacien ou l'assistant au comptoir qui me disait qu'en ce moment, au sein de la profession, c'était dur, vous n'êtes pas tout seul, bonne chance, etc. À J+30, un autre truc. En fait, l'objectif, c'est vraiment de s'intéresser à cette personne, c'est de lui donner des trucs qui vont être utilitaires, de lui montrer que vous vous intéressez à elle, que vous ne la laissez pas tomber, etc. Et en gros, ça, des prospects qui sont entre guillemets je ne sais pas, pas maintenant, vous en allez avoir, je ne sais pas, 6, 7, 8, 9, 10 en simultané.
En fait, au bout de ces 4 ou 5 messages que vous allez envoyer à ce pharmacien-là, donc pour suivre mon exemple, ça vous amène à J plus 60, donc à 2 mois après votre entretien. En réalité, si 2 mois après votre entretien, il continue à vous répondre, etc., n'hésitez pas à reprendre rendez-vous avec lui. Mais en règle générale, il va soit signer avec vous, soit derrière, il ne vous répondra plus. Donc en réalité, vous aurez fait votre travail, vous l'aurez couvé, et parfois, l'humain vient chercher l'œuf avant que celui-ci devienne poussin. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, le mec va partir et il va aller faire autre chose et il va retourner à sa vie. Mais le jour où il voudra licencier une salariée, il viendra vous voir. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un qui manifeste un intérêt pour vous et qu'il accepte de prendre un rendez-vous téléphonique, il ne faut plus le lâcher. Moi, j'ai des prospects avec lesquels j'ai beaucoup échangé, qui ne sont jamais devenus clients, mais qui sont devenus des amis. Parce qu'en fait, on discute, on s'apprécie, on se donne des conseils mutuels, on s'est rencontrés, on a bu des verres ensemble, etc. Et au fur et à mesure, ils deviennent des amis. Et ce ne sont pas des prospects. Mais ce ne sont plus des prospects, pardon. Mais vraiment, il faut leur donner de la valeur et de l'utilité. La plus grosse erreur que j'ai faite dans ma vie d'entrepreneur, en tout cas chez Anomia, parce que j'en ai fait beaucoup d'autres des erreurs avant, c'est dans un premier temps de m'être concentré uniquement sur les gens qui étaient prêts à signer immédiatement. C'est-à-dire que durant les 6 premiers mois d'exercice d'Anomia, je ne me suis concentré que sur eux. Pour une simple et bonne raison, en tout cas pour ce que je pensais être une simple et une bonne raison, c'est qu'il fallait que je vois si ou non sur mon marché, j'allais avoir une traction commerciale et des gens qui étaient prêts à travailler avec moi immédiatement. Et de ce fait, j'ai abandonné énormément de prospects qui auraient aujourd'hui été mes clients si je les avais bien travaillés. Donc ça, c'est vraiment super important de comprendre qu'une personne, ce n'est pas parce que vous l'avez au téléphone que c'est un go ou un no-go. Il existe un entre-deux qui est d'ailleurs le plus important en termes de volume et qui doit être traité comme vraiment comme la prunelle de vos yeux. Il faut qu'il soit surveillé comme un nourrisson de 6 mois que vous ne pouvez pas lâcher du regard. C'est exactement la même chose. C'est eux qui feront le chiffre d'affaires de demain de votre activité. Donc il faut vraiment rester très proche d'eux, leur envoyer du contenu, leur envoyer de la valeur. Ça ne sert à rien de forcer, n'envoyez pas des messages tous les jours. Si vous commencez à en envoyer un tous les 3 mois, ça ne sert à rien non plus, c'est beaucoup trop espacé. Moi, je vous contacte vraiment un rendez-vous, qui soit téléphonique, physique, visio, possiblement un deuxième rendez-vous pour approfondir la problématique, rediscuter avec la personne, visio, téléphonique, présentiel. Et a posteriori de ces rendez-vous-là, vous savez si la personne elle a envie de signer avec vous, si elle n'a pas envie, ou si c'est un go, un no-go, ou un pas maintenant, etc. Ça, vous le savez, je sais que vous le savez. Et donc derrière, si c'est un je ne sais pas ou pas maintenant, J plus 7, J plus 15, J plus 30, J plus 45, J plus 60, vous envoyez vos messages et derrière, vous faites le bilan à la fin de ce qui s'est passé. Et vous voyez comment ça avance. Je vous garantis que si vous mettez ça en place, que vous l'inscrivez bien sur votre agenda pour chacun des prospects que vous allez avoir au téléphone et qui ne vont pas être prêts à signer tout de suite, ça va produire des résultats. Je peux vous le garantir. Et en termes de chiffre d'affaires, si vous prenez votre panier moyen, donc vous dites, OK, l'année dernière, je sais pas, j'ai eu 15 clients, j'ai fait 45 000 euros de chiffre d'affaires, ça veut dire que votre panier moyen est à 3 000 euros. Sur 15 clients, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que vous avez possiblement un client qui vous a fait 500 balles parce que vous lui avez fait, je sais pas, un bail, et vous avez des clients qui ont fait 7 000 euros parce que vous leur avez fait un montage sociétaire un peu particulier. Mais derrière, le panier reste à 3 000 euros. C'est-à-dire que si on fait une moyenne statistique, chaque client doit vous rapporter 3 000 euros. Donc, si vous vous dites, OK, en fait, j'ai 8 prospects que je vais nurturer, donc couver en même temps en envoyant des mails, il ne faut pas que ça vous prenne plus de 5 minutes. Hein. C'est un mail extrêmement court, extrêmement rapide. Vous voyez une actu, vous tapez ça sur Google, vous l'envoyez. Ce n'est pas quelque chose qui demande des recherches, de tourner des mails, de faire des trucs ultra complexes, etc. C'est vraiment de la spontanéité qu'on vient chercher. Et donc, si vous faites ce travail-là, l'objectif sur les 8 personnes, c'est de réussir à en convertir 2. Et donc, en fait, si vous faites ce travail de, allez, 8 fois 5, parce qu'on a dit que ça fait 40 mails qui vont être envoyés sur 2 mois, typiquement, pour certains, vous en envoyez 40 par jour. Donc, 40 mails sur 2 mois, ce n'est pas énergivore en termes de travail. C'est tout à fait raisonnable. Et ça, si on reste sur les statistiques, que vous en avez 8, que vous voulez en convertir 2, que vous devez en convertir 2 par mois, ça fait que finalement, vous allez choper 3 000 euros. Donc 3 000 euros avec le panier moyen qu'on a défini. Donc ça reste quand même sommaire. Hein, ce que je suis en train de vous dire, ça, c'est vraiment de la théorie. C'est-à-dire que je suis en train de raisonner comme si on travaillait avec un énorme cabinet d'avocats, qu'on avait les paniers moyens, etc. Là, avec 15 clients, 10 clients, 5 clients, 20 clients, 30 clients, qui ont des paniers à 500 euros et 7 000 euros, vous ne pouvez pas définir des paniers moyens qui soient cohérents. Mais en tout cas, le raisonnement que vous avez doit être celui-ci. En se disant, possiblement, chaque nouveau client signé va me rapporter 3 000 euros.
Parce que vous en aurez un qui va vous rapporter certes 500, mais l'autre qui va vous rapporter 7000. Et donc, on aura une moyenne des deux qui va tourner aux alentours de ces montants. Donc, c'est super important de pouvoir l'avoir en tête et de vraiment bien traiter cette clientèle. OK ? La clientèle je ne sais pas ou pas maintenant, ce sont les plus importants en termes de développement commercial. Après, en termes de ceux qui signent immédiatement, bah, bien sûr, c'est mieux. Hein, ça fait plaisir d'avoir du chiffre d'affaires de façon immédiate et de pouvoir avancer avec eux. Mais c'est vraiment super important de bien traiter cette typologie de prospects. Et la dernière catégorie dont je vous parlais, c'est la catégorie du j'ai pas envie de bosser avec vous ou je suis pas OK pour bosser avec vous. Bah, dans ce cas-là, pas grand-chose à faire. Hein. C'est-à-dire que vous les avez eu au téléphone, les mecs qui ne sont pas intéressés. Ce qui est le plus pertinent, c'est de comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous comprenez que la personne n'est pas intéressée, le seul objectif, c'est de comprendre pourquoi il n'est pas intéressé, comment vous auriez pu l'intéresser, qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait. Et là, ça va vous donner énormément d'informations sur deux choses. Première chose, sur les objectifs réels de la cible que vous avez en face de vous. Et deuxième chose, sur la façon dont vous vendez et dont vous abordez finalement les thématiques, les problématiques, etc. Parce que ça se trouve, c'est un problème en se disant, bon, en fait, voilà, la cible que j'ai face à moi, elle travaille, je sais pas, pour un grand groupe. Son objectif, c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui a des équipes derrière. Bah, vous êtes collaborateur, vous ne faites pas le taf. Et quoi qu'il arrive, ça, vous ne pourrez pas le faire. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas possible matériellement. Il veut une équipe, vous êtes collaborateur, vous voulez prendre ce dossier à titre individuel, bah, ça ne marche pas, c'est pas possible. C'est ça. Donc en gros, vous pouvez vous dire que bah, vous faites le test sur 2, 3, 4 autres personnes qui sont similaires à cette première personne. Si vous vous rendez compte que l'argumentaire est toujours le même en disant en fait, on veut à chaque fois des équipes, bah, vous savez que cette cible-là, il ne faut plus aller la chercher. Pour une simple et bonne raison, c'est que tant que vous serez collaborateur indépendant et que vous voudrez traiter ces dossiers à titre indépendant, vous ne pourrez pas aller chercher ces dossiers-là. Donc, ça vous fera gagner du temps dans votre développement et ça vous fera finalement recibler une clientèle qui va être plus pertinente pour vous. Premier exemple. Deuxième chose, c'est que la personne qui est face à vous, elle dira ah ouais, en fait, voilà, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris exactement ce que je voulais, ou je ne comprends pas votre raisonnement, ou je ne sais pas avec qui vous avez travaillé, ou je n'ai pas assez confiance par rapport à ce que j'ai vu, ou c'est un peu trop tôt, etc. Il faut réussir à comprendre les raisons réelles qui vont vous permettre a posteriori de retravailler votre pitch de vente, possiblement, la façon dont vous vous présentez, la façon dont vous présentez une problématique, où vous la diagnostiquez, où vous comprenez les besoins de la personne qui est en face de vous, etc. Donc sur cette dernière catégorie, les gens qui ne sont pas intéressés, l'objectif, c'est vraiment d'en tirer un maximum d'informations, non pas pour essayer de le convaincre. Une personne qui n'est pas intéressée, elle n'est pas intéressée, vous ne pouvez pas la convaincre. Ça ne sert à rien de s'évertuer. Il y a beaucoup de gens qui parlent, oui, il faut évangéliser, il faut expliquer, etc. Mais oui, on peut évangéliser quand on s'appelle Coca-Cola et quand on a des milliards. Il y a beaucoup de gens qui disent ça dans le domaine de la legal tech, où ils disent, oui, il faut qu'on évangélise le marché, etc. C'est vraiment une perte de temps. Enfin, honnêtement, c'est pas possible. C'est pas de cette façon-là, en tout cas sans quelques millions derrière, que vous allez pouvoir travailler sur évangéliser le marché. Donc lui, la personne qui n'est pas intéressée, il faut la laisser tomber comme client, mais il faut l'utiliser un maximum pour savoir comment vous allez pouvoir améliorer votre présentation, votre détermination de cible, la compréhension des objectifs de votre cible, pour pouvoir, pour les prochains, ne pas se comporter de la même façon ou mieux fonctionner. Donc voilà ce que j'allais vous dire par rapport au premier rendez-vous. Donc soit on a un go, donc dans ce cas on va produire, soit on a un je ne sais pas, pas maintenant, dans ce cas-là on fait du nurturing, donc on couvre la personne en lui envoyant de la valeur, en lui envoyant du contenu et en étant utile pour elle. Et pour les gens qui ne sont pas intéressés, on les laisse tomber, mais avant de les laisser tomber, on leur demande pourquoi ils n'ont pas été intéressés, qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait, qu'est-ce qu'ils attendaient très exactement, quelle était vraiment leur problématique ou comment ils peuvent les aider de façon différente. Donc ça, c'est vraiment super important. Sauf que vous allez me dire, bah, t'es bien sympa, Valentin, sauf qu'entre le moment où je prends rendez-vous téléphonique et j'ai mon rendez-vous, que ce soit téléphonique, visio ou présentiel avec cette personne, et le moment où ils sont intéressés tout de suite, je ne sais pas, pas maintenant, ou pas du tout intéressés, il y a un instant clé qui est ce premier rendez-vous téléphonique. Et ben, c'est tout à fait ce sur quoi on va travailler maintenant. Alors là, le rendez-vous téléphonique que vous allez avoir de première prise de call, ou de premier rendez-vous. Je suis désolé, à chaque fois, je parle de prise de rendez-vous téléphonique, parce que moi, je l'ai fait au téléphone. Mais si vous ne les faites pas au téléphone, vous les faites en présentiel, il n'y a aucun problème, c'est exactement la même chose. Là, on va fonctionner en plusieurs phases. La première phase, ça va être une phase
de qualification. La deuxième phase, ça va être une phase de diagnostic. La troisième phase, ça va être une phase de reformulation. La quatrième phase, ça va être une phase d'offre. La cinquième phase, ça va être une phase de négociation. Et la sixième phase, ça va être une phase de conclusion. Ou la septième phase, ça va être une phase de conclusion. J'ai perdu mes doigts. Je ne vais pas l'aborder en détail, je ne vais pas l'aborder en profondeur, cette vente, et ce pour deux raisons. La première, c'est qu'il me faudrait vraiment des cas concrets de personnes qui sont présentes sur ce webinaire pour que je puisse au mieux vous aider et que je connaisse aussi votre cycle de vente. On ne vend pas de la même façon à un particulier une presta à 200 euros qu'on vend à un grand groupe du CAC 40 une presta. On ne met pas le même nombre de temps, ce n'est pas les mêmes négociations, ce n'est pas la même durée, ce n'est pas les mêmes étapes, etc. Mais, et la deuxième raison, qui est la plus évidente, c'est que sur la formation Boost et sur la formation Business Partner, on travaille sur ce genre de choses. Donc, une fois de plus, je ne dis pas non plus de toute substance les formations qu'on peut réaliser. Donc, concrètement, la première phase, qui est une phase de qualification, à quoi elle sert? J'ai un avocat que j'aime beaucoup, qui est un de nos clients, qui s'appelle Daniel Namias, qui me dit un truc et qui me dit, tu sais, Valentin, moi, ta théorie, le fait de savoir s'il est qualifié, pas qualifié, etc., c'est bien. Moi, j'ai une règle qui est très simple. C'est, je prends le client s'il correspond à deux raisons positives sur les trois que je vais t'évoquer. La première, c'est est-ce que la personne est sympa, pas sympa? La deuxième, c'est est-ce qu'elle paye bien ou est-ce qu'elle paye pas bien? La troisième, c'est est-ce que le dossier va être simple ou est-ce qu'il va être compliqué? Concrètement, si le dossier est simple et que la personne est sympa, mais que ça paye pas trop bien, il prend. Si la personne est sympa et que la personne paye bien, il prend. Si la personne n'est pas sympa, que le dossier paye bien et que c'est facile, il prend. Donc ça, c'est vraiment sa règle. Ça m'a fait mourir de rire quand il m'a dit ça, parce que je dis, mais moi, je travaille sur la qualification, etc. Mais du coup, maintenant, je donne ce conseil, c'est-à-dire qu'en gros, c'est assez facile. Deux des trois critères sont remplis, vous pouvez signer la personne. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que si la personne n'est pas qualifiée, vous ne la prenez pas. Concrètement, vous faites du droit social au sein de votre cabinet d'avocat, vous avez quelqu'un qui vient vous voir pour du contractuel, à moins que vous ayez trois enfants, que vous ne puissiez pas les nourrir à la fin du mois et qu'on vous propose 500 balles, vous ne prenez pas ce genre de dossier. Concentrez-vous sur les dossiers à valeur ajoutée qui correspondent à votre activité, à votre expertise et à la cible que vous avez déterminée. Pour une simple et bonne raison, c'est que tout le temps que vous allez passer à traiter ces différents dossiers, toute l'énergie que vous allez y dépenser, il aurait mieux fallu la mettre sur le développement de votre clientèle qui était pertinente pour vous. Dans mon exemple, par exemple, je sais pas, le droit social en relation individuelle ou collective à destination des pharmacies. Et bien, concrètement, il vaut mieux passer son temps à ajouter des gens sur LinkedIn, à écrire des articles, à envoyer des messages, à recontacter des gens, à s'inscrire dans des salons, à aller dans des conférences ou à s'intéresser au secteur d'activité, plutôt que de prendre un écrivain qui veut avoir des conditions générales de vente. Donc ça, c'est vraiment une règle super importante. C'est concentrez-vous sur une cible qui est la vôtre et n'allez pas accepter n'importe quel dossier de n'importe quelle personne. C'est vraiment, vous avez l'impression que c'est une bonne idée parce qu'en fait, vous vous entraînez, vous faites la main, vous avancez sans filet, vous commencez à évoluer, etc. Mais en réalité, vous vous mettez grandement en danger. Un, par rapport au temps que vous allez y passer. Deux, par rapport à la sécurité juridique que vous allez apporter par rapport à votre client. Trois, par rapport au développement de votre activité. Le fait d'avoir 15 dossiers par an, ça ne veut pas dire que vous développez bien votre activité. Si derrière, vous n'avez pas une cible déterminée et que ça va être un levier de croissance. Parce que finalement, avec un écrivain, un dératiseur, un plombier, un chef d'entreprise, un divorce et un truc, vous ne pouvez pas avoir un socle de clientèle qui est pertinent, qui va vous permettre demain d'être encore plus reconnu sur votre pratique et de pouvoir avancer. C'est-à-dire que plutôt, si vous spécialisez, si vous choisissez de la clientèle qualifiée à destination d'une cible que vous avez déterminée, votre croissance, elle va être comme ça. Parfois, elle sera comme ça, parfois, elle sera comme ça, mais en tout cas, elle va toujours être positive. Alors que si vous prenez du tout venant, ou si en tout cas vous vous dites, OK, c'est pas très loin de mon secteur, je peux accepter, etc., vous allez vraiment avoir un développement qui va être comme ça, et qui franchement n'est pas agréable du tout et qui n'est pas bon pour votre activité. Donc première chose, qualification par rapport à la personne, savoir si elle paye pas, si elle est sympa, si elle n'est pas sympa, si c'est simple, si c'est compliqué. Et également savoir si la problématique, elle vous intéresse, elle rentre dans votre champ de compétences. Ça, bien sûr. Deuxième phase, ça va être une phase de diagnostic. Donc là, finalement, vous allez échanger avec la personne, vous allez comprendre sa problématique. Ça, je ne rentre pas dans le détail, vous savez faire. C'est qu'en gros, vous devez vous comporter comme un médecin en disant, OK, je sais faire, je peux faire. OK, tu as bien mal là, tu as bien mal là, tu as bien mal là. OK, j'ai compris. C'est ça tes objectifs. OK, j'ai compris.
La phase que vous faites possiblement moins, c'est la phase 3. La phase 3, c'est quoi? C'est une phase de reformulation. Cette phase, elle a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est que lorsque la personne s'est exprimée en face de vous, vous puissiez lui montrer que vous avez finalement une écoute active en retraçant de façon extrêmement brève l'ensemble des problématiques qu'elle a utilisées. Donc ça, c'est vraiment très apprécié par rapport à la personne qui est en face de vous. La deuxième chose, c'est que si vous vous êtes mal compris, vous avez interprété de façon différente un terme ou que vous avez surinterprété quelque chose qu'il a pu dire, la personne qui est en face de vous a la possibilité de se reprendre en disant ah maître, finalement, c'est pas tout à fait ça, mon problème était plus à ce niveau-là. Et donc, quand vous arrivez à la phase suivante, qui est la phase de proposition de la solution, là, en réalité, c'est beaucoup plus facile pour vous. Parce que ça veut dire que dans finalement la reprise qu'il a faite de votre reformulation, ou dans la reformulation que vous avez faite, vous allez réutiliser les éléments de langage qu'il a eus et derrière, vous allez pouvoir viser encore plus juste par rapport à la solution qu'il va rechercher. Donc ça, c'est vraiment super important. Lorsqu'on propose la solution, on donne les cadres, on donne la manière dont on va fonctionner, on donne le raisonnement, on donne des étapes par lesquelles on va passer. Et derrière, on donne son prix. Lorsqu'on donne son prix, que ce soit au forfait, que ce soit au taux horaire, même si je ne le conseille pas du tout, que ce soit une facturation à la valeur, que je conseille énormément, il faut se taire. C'est-à-dire que si vous dites, OK, ce pacte d'actionnaire-là, par rapport à tel truc, ça vaut 5000 balles, derrière, vous ne parlez plus. Quand on annonce un prix, c'est la fin des débats, c'est la fin de la conversation, c'est la fin du rendez-vous. Le prix, c'est vraiment la dernière chose qu'on aborde. Vous dites, c'est 5000 euros. Si vous parlez avant même que la personne en face de vous ait pu répondre, vous êtes mort. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai eu l'occasion de voir ça. J'étais en stage chez Fidal à Nancy il y a quelques années de ça. Et il y avait un avocat qui était un mec très sympa qui s'appelait Mathieu Hittinger, qui était venu nous faire un cours au DJCE. Et il avait utilisé cet exemple-là. Il avait dit, en fait, voilà, il avait eu des cours de vente. Et il nous expliquait qu'en gros, il avait construit une maison et le carreleur était venu. Et donc, il lui avait fait un devis en live. Et le carreleur lui a annoncé son prix. Il lui a dit, je ne sais plus combien c'est, hein, j'ai aucune notion du prix du carrelage, je ne suis pas du tout en manuel et j'ai aucune notion de tout ça. Il lui dit, je sais pas, c'est 10 000 euros. Mathieu Hittinger s'est tu pendant 10 secondes, 15 secondes, mais 10 secondes, 15 secondes à côté de quelqu'un, c'est énorme. Et l'artisan lui a dit, je peux vous faire 20%, avant même que la personne n'ait parlé. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'en réalité, le silence est très gênant. Et il faut pouvoir assumer son prix et se taire derrière. Et le fait qu'il se soit tu et qu'il n'ait pas répondu, il connaissait ses techniques de négociation. Le carreleur qui était en face de lui a baissé de 20%. Et là, il a pu entamer des négociations pour avoir encore plus de choses, c'est-à-dire encore diminuer le prix, avoir plus de ça, plus de ci, la pause en plus, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il faut bien comprendre un truc, c'est que vous avez des entrepreneurs qui sont face à vous, vous avez des dirigeants d'entreprise qui sont face à vous. Toutes ces techniques de vente, ils les maîtrisent, en tout cas pour la plupart. Et donc, vous devez les maîtriser pour ne pas être, entre guillemets, en déséquilibre d'informations ou de compétences par rapport à un chef d'entreprise qui est en face de vous. Si derrière, vous n'assumez pas votre prix et que vous commencez à parler, vous êtes fini. C'est la règle. C'est-à-dire que moi, si quelqu'un m'annonce un prix, je me tais, il parle avant moi, je sais qu'il a perdu. Il a perdu toutes les négociations, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus revenir en arrière. C'est fini pour lui. Et donc, ça, c'est vraiment super important. Si on annonce un prix, on se tait. Après, on va pouvoir négocier. Lorsqu'on négocie, il y a une règle très simple que je vous donne et je m'en arrêterai là par rapport à tout ça. C'est qu'il n'y a pas de prestation identique pour un prix inférieur. Si vous proposez un devis ou une lettre de mission à 10 000 euros à votre client qui vous dit non maître, c'est trop cher pour moi, 8 000 euros, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas accepter cette même prestation à un prix 20% moins cher. Si vous acceptez de baisser le prix, vous baissez également la prestation. En disant, OK, dans ma lettre de mission initiale, j'avais prévu 3 rendez-vous. Vu que vous voulez une baisse de 2 000 euros, je vais passer à 2 rendez-vous. En plus de ça, j'avais prévu jeu de conclusion illimité par rapport à ce qu'on allait pouvoir faire. Là, en fait, je vais dire que je m'arrête à 2 jeux de conclusion et chaque jeu de conclusion supplémentaire coûtera 2 000 euros. En présentant les choses de cette façon, vous avez 2 possibilités. Soit la personne se dit, putain, moi je voulais toute la prestation, ok, 10 000 euros, c'est bon pour moi. Soit la personne se dit, ok, ça me va,
Et donc, du coup, vous êtes aligné par rapport à ce que vous avez fait. Si vous baissez votre prix sans baisser la prestation, même si la personne même si vous acceptez, par exemple, vous dit OK, je vous ai proposé tel montage pour 10 000 euros, le mec la personne en face de vous vous dit 8 000, vous dites OK à 8 000, il n'aura pas l'impression d'avoir gagné. Il aura l'impression d'avoir évité de se faire avoir. C'est-à-dire que si vous baissez le prix de 2 000 euros, de 20%, et que vous dites oui, c'est que vous êtes encore rentable et largement rentable sur l'opération. Ça veut dire, entre guillemets, vous me passerez l'expression qui est assez vulgaire, que vous avez essayé de mettre une carotte à la personne qui est en face de vous. Moi, je n'accepte jamais d'avoir des prix inférieurs pour des prestations similaires parce que mon prix est juste. Donc en réalité, si je baisse mon prix par rapport à ce que je propose et que je garde la même prestation, je perds de l'argent. Ou en tout cas, je ne suis plus dans les niveaux de rentabilité qu'on s'applique en interne pour pouvoir développer l'activité. Et donc, ce n'est pas possible. Il faut qu'on puisse être sur un moindre intérêt commun avec la personne qui est en face de nous et qu'on soit aligné par rapport à ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment super important. Bon, je suis passé relativement vite sur la vente parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait partie intégrante de l'ensemble de nos formations. Et j'en ai fini pour ce webinaire de ce jour parce qu'il est 13h55 et que je reçois un candidat pour 14h. J'espère que ce webinaire vous a plu et j'espère que cette série de webinaires vous a plu. Je vous l'avais promis, je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, je vais vous envoyer un mail pour vous inviter dans nos locaux pour qu'on se fasse un petit déjeuner avec ceux qui veulent venir. On travaillera sur une thématique de développement de clientèle. Et donc, on se fera un petit truc qui durera 1 heure. L'occasion pour vous de vous rencontrer, de nous rencontrer, de manger un petit croissant, de boire un petit jus de fruits et de prendre un café. Et en même temps, de plancher un petit peu sur votre développement de clientèle perso. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à immédiatement me contacter par mail à valentin@anobia.fr en me disant « Ouais, Valentin, moi, ça m'intéresse. On est au centre de Paris, on est au 89 rue Réaumur à Sentier. Et on sera ravis de vous accueillir. Et sinon, quoi qu'il arrive, nous, on vous enverra un mail pour vous proposer d'être présent. Voilà. Donc, j'espère que cette série de webinaires vous a plu. Elle est terminée. J'en suis heureux et triste à la fois. La semaine prochaine, on propose une nouvelle série de webinaires par rapport à la Startup Nation. C'est en gros, on va accueillir des entrepreneurs, enfin un grand entrepreneur qui s'appelle Donny Cohen, qui est le fondateur de Drop Contact, qui est une boîte qui cartonne en ce moment dans la tech. On va avoir, j'espère, un investisseur d'un gros fonds qui intervient dans le venture capital à Paris. Et on va avoir également un boss d'un incubateur. Je n'ai pas encore appelé l'incubateur HEC, mais je pense que ça sera le boss de l'incubateur HEC qui sera présent sur ces webinaires. L'objectif, c'est qu'il puisse vous donner les clés, les objectifs de ce marché, les objectifs des entrepreneurs, les objectifs des investisseurs, leurs relations avec les avocats, ce qu'ils attendent des avocats, etc. Et qu'il puisse vous donner les clés pour vous, avocats, finalement réussir à bien pénétrer ce marché et à réussir à bien s'implanter. Donc, si ça vous intéresse, on mettra ça en ligne, je pense, la semaine prochaine. Et donc, on refait le même format. Donc, je pense que ça sera aussi entre midi et 2. Même si c'est un schéma que j'aime pas trop parce que je n'ai pas le temps de manger et de prendre mon temps, mais tant pis. On refera ça entre midi et 2 la prochaine fois. En tout cas, merci de votre présence. Merci d'avoir assisté à ces différents webinaires. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Aujourd'hui, je n'ai pas tourné mon écran, mais ça s'y prêtait un peu moins. Je vous prie de m'excuser. Mais j'espère qu'on aura l'occasion chacun de pouvoir échanger ensemble, parce que comme je vous l'ai dit, j'aime le contact humain et j'adorerais pouvoir échanger avec vous. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une belle fin de semaine et à très vite.